Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce Terre d'Info le JT en direct de la 70e foire de Châlons en Champagne. Alors aujourd'hui nous allons poursuivre notre découverte du monde du végétal. Nous allons voir que les débouchés sont multiples dans l'alimentation bien évidemment mais pas uniquement. Nous verrons également que l'agriculture va jouer ici à Châlons-en-Champagne un rôle important dans l'avenir. On parlera de Smart Agriculture. Alors qu'est-ce que la Smart Agriculture? C'est ce que nous expliqueront nos invités dans la deuxième partie, dans le débat. Des invités, des débats, de l'actualité et bien entendu vos réactions sur le compte Twitter de Campagne TV, hashtag TDI, sur Facebook ou sur le site internet campagnetv.com. Et puis, bien évidemment, l'une des dominantes de cette foire de Châlons, c'est la politique. Les femmes et les hommes politiques ont été nombreux tout au long de cette semaine à se succéder dans les allées de ce salon. Et hier, eh bien, c'était Bruno Le Maire qui était là. Bruno Le Maire, candidat aux primaires des Républicains, mais également ancien ministre de l'Agriculture. Autant dire qu'il n'était pas totalement en terre inconnue ici à Châlons-en-Champagne. Nous l'avons rencontré devant la pyramide des légumes de France. Voyez plutôt. Nous retrouvons donc Bruno Le Maire que nous avons rencontré hier devant la pyramide des légumes de France. Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour. Alors il y a quelques mois, dans une lettre ouverte, vous nous avez dit que l'agriculture était en train de mourir. L'agriculture se meurt, était le titre de cette lettre ouverte que vous aviez envoyée à François Hollande. La situation est si grave que ça? Ah oui, je pense que la situation est très grave et que la singularité de la crise actuelle, c'est que toutes les filières, sans exception, sont touchées. Même les céréaliers, cette année, ont eu des rendements qui sont mauvais, avec des prix qui sont très décevants. Donc les céréaliers sont touchés, les laitiers, j'en parle même pas, ils sortent d'une crise absolument majeure. L'élevage, c'est extraordinairement difficile, que ce soit le bovin ou le porcin. Les fruits et légumes, c'est pas simple non plus. Donc je considère que nous devons refaire de l'agriculture française une priorité nationale absolue, portée au niveau du chef de l'État et au niveau européen. Comment on refait revenir l'agriculture dans les dossiers importants d'un gouvernement et pour un président de la République? Alors déjà, ma petite idée, c'est qu'un président de la République qui aurait été ministre de l'Agriculture, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Parce qu'il aura à cœur, en tout cas c'est l'engagement que je prends, de parler d'agriculture, de défendre l'agriculture, au niveau national comme au niveau européen. Ensuite, il y a des décisions techniques à prendre qui concernent les normes, qui concernent les règles sanitaires, qui concernent les règles environnementales, avec un principe qui doit être très simple. La norme européenne, elle est la même pour tous les pays européens et on n'essaye pas de laver plus blanc que blanc en France. On doit continuer l'allègement des charges. On doit financer l'innovation, la recherche. On doit toucher aussi la fiscalité des entreprises agricoles pour leur permettre de dégager davantage de revenus. Ça, c'est plein de petites décisions techniques qui, mises bout à bout, vont améliorer la situation de chaque exploitation agricole. Et puis au-delà de ça, il y a des vraies décisions politiques. Moi, je pense qu'il est temps de dire que la politique du prix toujours le plus bas est une impasse qui va ruiner nos agriculteurs. Et que la bonne direction à suivre pour l'Union européenne, c'est des produits de qualité et une régulation des marchés. C'est cette politique-là qu'il faut défendre. Alors il y a un sujet d'actualité qui est celui du lait, avec un accord en demi-teinte entre Lactalis et les agriculteurs avec 280 € les 1000 litres. Bien évidemment pas suffisant. Un accord qui aurait fallu et une négociation qu'il aurait fallu mener différemment selon vous? Je ne vais pas critiquer la négociation qui a été menée. Il y a eu un accord. L'essentiel, c'est qu'un compromis ait pu être trouvé. Mais ça ne règle pas les problèmes de fond des producteurs de lait en France. Et je vais vous dire, moi, je prends toute ma part de responsabilité. J'ai voulu mettre en place une contractualisation. Et je pense que la contractualisation est la seule vraie réponse à la fin des quotas. Fin des quotas qui ont été décidés, je le rappelle, avant que je n'arrive comme ministre de l'Agriculture, parce que le reproche m'est fait tellement souvent, j'aimerais bien rappeler que la décision de suppression des quotas a été prise avant que je ne sois ministre de l'Agriculture. Mais la vraie réponse à la fin des quotas, c'est une contractualisation qui défend les intérêts des producteurs. Et là, je reconnais pour le coup humblement que nous n'avons pas su la mettre en place de manière efficace. Contractualisation, c'est ce qui permettra à tout un bassin de production laitier de regrouper des producteurs qui négocieront collectivement le prix du lait avec les industriels, pour avoir une position de force face à l'industriel. Donc il faut reprendre ce chantier de la contractualisation, aller jusqu'au bout pour que les producteurs puissent mieux se défendre face aux industriels. Après, il y a deux autres chantiers qui me paraissent importants. C'est celui de la grande distribution. Parce que honnêtement, aujourd'hui, la manière dont la grande distribution presse les producteurs, c'est devenu intenable.
et c'est un chantier qu'il faut rouvrir. Et le chantier de la régulation européenne, parce que je considère que lorsque les prix s'effondrent, le rôle de l'Europe, c'est d'intervenir sur les marchés pour faire remonter les prix. Alors certains producteurs de lait attendaient que l'actuel ministre de l'Agriculture rappelle un peu à l'ordre le groupe Lactalis. Ça n'a pas franchement été le cas. Un ministre de l'Agriculture se doit d'être toujours au contact et toujours du côté des agriculteurs. Vous savez, il y a tellement peu de voix pour défendre les paysans français. Si le ministre de l'Agriculture ne le fait pas, qui le fera? Qui parle des paysans? Qui se soucie d'eux? Qui défend leurs intérêts? Pas grand monde. Donc j'ai toujours considéré comme ministre de l'Agriculture que mon rôle était effectivement de défendre les paysans, de défendre leurs intérêts, parce que quand on ouvre la radio, la télévision, qu'on regarde le débat public, on ne parle pas beaucoup des paysans français, et on oublie un peu trop souvent que si on a des produits de qualité dans notre assiette, qui ont du goût, avec une vraie sécurité sanitaire, c'est à eux qu'on le doit. Donc oui, le rôle du ministre de l'Agriculture, c'est de défendre les paysans français. Alors, après ministre de l'Agriculture, il y a le candidat en campagne à la campagne. Aujourd'hui, vous arrivez après Nicolas Sarkozy, après Alain Juppé, après François Fillon. C'est quoi votre différence? Ma différence, c'est d'avoir été 3 ans ministre de l'Agriculture. Donc de connaître, je pense, bien le monde agricole, d'aimer profondément les paysans et d'avoir cette ambition de refaire de l'agriculture, non pas une nostalgie ou un discours passéiste, mais de refaire de l'agriculture un vrai motif de fierté nationale. C'est l'ambition que je porte pour la prochaine élection présidentielle. Imaginons Bruno Le Maire, président de la République, votre première décision pour l'agriculture, c'est pas uniquement, je suppose, la nomination d'un ministre de l'Agriculture. C'est important d'avoir un bon ministre de l'Agriculture qui s'occupe des paysans. Quand on voit ce qui se passe depuis quelques années, on ne peut pas dire que le ministre de l'Agriculture s'occupe beaucoup des paysans. Donc avoir un ministre de l'Agriculture qui aime, qui comprend les paysans, c'est très important. Et je pense que la première décision, c'est d'arriver au Conseil européen et de dire à nos homologues européens, à tous les chefs d'État européens, la France est de retour et l'agriculture française est de retour. C'était un sujet qui était traité au niveau des ministres, au niveau technique. Désormais, c'est pour nous une priorité politique. Et dire très clairement à tous nos partenaires européens, en particulier nos amis allemands, l'agriculture est redevenue une priorité du nouveau président de la République française. Les agriculteurs aiment bien qu'on leur parle d'amour, mais ils veulent surtout des preuves d'amour. Vous allez leur parler comment? Comme je leur ai toujours parlé. Je pense que si je continue, et c'est un vrai motif de fierté pour moi, à avoir le soutien des agriculteurs, c'est que je n'ai peut-être pas tout réussi. Bien entendu qu'on n'a pas tout réussi. Mais je ne leur ai jamais menti. Je leur ai toujours dit la vérité. Je pense que ce que les agriculteurs apprécient, c'est un discours de vérité, où on dit ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, et où on s'engage totalement pour eux. Vous avez fait quand même une grande tournée, un grand tour de France pour cette primaire chez les Républicains. Beaucoup de déplacements dans les zones rurales. Vous en tirez quelles conclusions? Est-ce qu'il y a vraiment un désenchantement en ce moment dans le monde rural? Ah oui, un désenchantement. Un désenchantement, c'est le mot le plus faible qu'on puisse employer. Il y a parfois une colère, et il y a surtout très profondément un sentiment d'oubli. Les habitants des territoires ruraux, au-delà des agriculteurs, ont les sentiments d'être les oubliés de la République. Eh bien, on doit être capable de faire pour les territoires ruraux ce qu'on a été capable de faire pour les quartiers dans les zones difficiles. À un moment donné, on a dit les quartiers dans les zones difficiles, c'est plus possible. Il faut les rénover, il faut les moderniser, il faut leur donner des moyens. On l'a fait. Eh bien, pour la ruralité, on doit faire exactement la même chose. C'est désormais une priorité. Nous allons mettre l'accent dessus. L'équipement en très haut débit, le numérique, la revitalisation des centres-bourgs. Tout ça doit devenir une priorité nationale. Alors, une dernière question qui va sans doute mettre votre timidité politique un peu mal. Certains grands hommes politiques ont été ministres de l'Agriculture. Michel Rocard, Jacques Chirac. Est-ce qu'on va rajouter à cette liste Bruno Le Maire? Je l'espère. Sincèrement, je l'espère. Donc Bruno Le Maire qui était hier à la foire de Châlons en Champagne. Alors nous ont rejoint sur ce plateau pour parler des matériaux biosourcés, pour parler de cette seconde vie de certains produits agricoles. Christophe Bliard, qui est chercheur au CNRS. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors vous avez piloté un projet assez original. Dans quelques instants, vous nous direz de quoi il s'agit. Alexandre Hénin, bonjour. Bonjour. Alors vous avez deux casquettes. Vous êtes vigneron. Ça, c'est un classique pratiquement quand on est dans cette région. Mais vous êtes surtout dirigeant d'Ecocep. C'est une entreprise qui donne une seconde vie aux coproduits de la vigne, qui nous permet de dire que dans l'agriculture, dans la viticulture, rien ne se perd, tout se transforme. Mais avant de parler de tout ça ensemble, je vous propose de regarder ce reportage sur les matériaux biosourcés à travers un exemple significatif, celui du chanvre. Le chanvre, il y a quelques années,
a failli disparaître des champs français. Aujourd'hui, c'est devenu une culture incontournable. Voyez plutôt. Le chanvre, c'est une plante qui est assez ancienne. C'est une des premières plantes qui a été domestiquée par les Chinois et qui est arrivée sous nos contrées avec les Romains. Et donc c'est une culture qui était historiquement la culture de référence pour la production de textiles et notamment pour faire les cordages, les voiles, etc. C'est une culture intéressante au niveau agricole, au niveau agronomique. D'une part parce que c'est une culture qui nécessite absolument aucun produit phytosanitaire, pas de désherbage, pas de fongicides pour lutter contre les maladies, pas d'insecticides. Donc sur le chanvre, on va valoriser l'ensemble des constituants de la plante, que ce soit la graine pour l'oisellerie, pour l'appât pour la pêche, pour l'alimentation humaine sous forme d'huile, de graines décortiquées ou de farine protéinée, ou d'huile pour les cosmétiques. Pour la partie fibre, on va l'utiliser également pour l'industrie papetière, pour les composites sous forme de non-tissés ou de fibres incorporées dans les plastiques sous forme de composite. Et la chènevotte, essentiellement utilisée en litière ou en béton de chanvre pour un habitat sain. Alors je pense effectivement qu'au niveau des débouchés du chanvre, c'est véritablement sur le textile qu'il y a des potentialités. Pourquoi? La population mondiale augmente. Donc un besoin de vêtir la population est nécessaire. Aujourd'hui, en termes de ressources pour vêtir cette population ou pour répondre aux besoins du textile pour cette population, on a deux alternatives qui sont le coton ou les fibres synthétiques polyester. Or, il s'avère que le coton, chacun sait, c'est une culture assez polluante, en tout cas en termes d'irrigation, en termes d'utilisation de produits phytosanitaires. Aujourd'hui, on arrive à une limite des surfaces de coton. Donc, si on veut vêtir l'ensemble de la population mondiale, on va se tourner vers le polyester. Et la seule alternative en termes de fibres végétales qui puisse répondre à ce marché, pour moi, le chanvre en fait partie. Bien évidemment, on pourra parler aussi du lin, mais le chanvre a vraiment un potentiel de développement dans ce marché-là. FRD situé à l'interface entre des producteurs de fibres végétales, notamment des producteurs de chanvre, et des industriels des matériaux. On va connaître les deux mondes, qui sont deux mondes totalement différents, et on va les connaître et on va utiliser un vocabulaire commun et on va justement faire et créer des synergies entre les deux. Et donc effectivement, quand un industriel des matériaux vient nous voir, l'idée c'est qu'il va avoir un produit, il veut généralement peut-être substituer une matière qu'il utilise dans ses produits par de la matière végétale, notamment des fibres de chanvre. Et donc il va venir nous voir avec un cahier des charges. Et ce cahier des charges, nous allons le retranscrire pour l'adapter aux fibres végétales et faire correspondre la fibre végétale idéale aux matériaux souhaités. Retour sur le plateau de Campagne TV à la 70e foire de Châlons en Champagne avec nos invités qui m'ont rejoint, Christophe Bliard. Donc, je rappelle que vous êtes chercheur au CNRS et vous avez piloté un projet. Vous allez m'expliquer un peu de quoi il s'agit parce que alors vous êtes un chercheur, mais un chercheur qui cherche, mais aussi un chercheur qui a trouvé. Alors expliquez-moi. Voilà, alors j'ai effectivement piloté un programme de recherche collaboratif qui s'appelle Matagraphe pour matériaux pour agrafes, donc biomatériaux et matériaux uniquement issus du végétal et partiellement issus de la vigne et du chanvre également. Alors les agrafes, ce sont des petits objets en plastique qui sont utilisés dans les vignes à l'époque du palissage, qui est l'opération qui consiste à ramener les brins de vigne dans une seule allée de façon à faciliter à la fois le travail dans les vignes et de faciliter la croissance de la vigne et du raisin de manière correcte. Alors vous utilisez les agrafes qui sont devant vous, là, c'est ça? Voilà, alors ce sont ces petits objets en plastique qui existent depuis très longtemps. Il y en a qui étaient faites en métal et ces agrafes étaient posées à l'époque
Enfin, elles sont toujours posées à l'époque du mois de juin et sont retirées en général après la vendange, juste avant l'opération de taille. Donc ce sont des objets qui permettent de garder la vigne sous une forme de palissade propre et nette. Voilà. Alors, ces objets, aujourd'hui, ces agrafes, elles sont faites à partir de quoi? De plastique ou Alors, à partir de plastique, et l'entreprise CB qui fabrique et commercialise ces agrafes avait développé une première génération d'agrafes qui étaient photodégradables afin de simplifier le ramassage de ces agrafes. Donc ces agrafes étaient posées sur les vignes, vieillissaient naturellement au soleil et se cassaient de façon à éviter d'avoir à les ramasser en fin de saison, donc simplifier le travail. Malheureusement, ces agrafes étaient fabriquées dans un plastique qui se fragmentait mais ne se dégradait pas, donc ils ont eu l'idée d'utiliser des plastiques biodégradables, donc issus de matières renouvelables. Alors la solution était meilleure, mais toujours pas parfaite, puisque ces agrafes ne se fragmentaient pas et la dégradation était compliquée. Donc il y a eu une première génération dans les années 2000 de ce qui s'appelait le VG Clip, qui était une agrafe qui permettait à la fois d'obtenir cette résistance mécanique qui se perdait au cours du temps, et les agrafes en cassant tombaient par terre, mais ne se dégradaient toujours pas assez vite. Donc il a fallu développer, c'est un projet assez compliqué, assez complexe, dans lequel on demandait aux agrafes d'être très solides dès le début de l'utilisation, au bout de 3 mois d'avoir perdu leurs propriétés mécaniques, de tomber dans le sol et de disparaître naturellement. Et alors là, elles sont fabriquées avec, vous m'avez dit, du plastique, c'est un bioplastique, donc fabriqué à partir de végétaux. À partir de végétaux. À partir donc, de quoi vous l'avez fabriqué? Alors il y a une partie des composants, donc le compound utilisé est assez complexe, puisqu'il doit passer par tout le processus d'injection, injection-moulage. Et donc il est composé d'une matrice biodégradable issue du végétal. Il y a une partie qui vient de résidus de raisin, donc après avoir été donc après le pressurage, après la fermentation, il y a tout un tas de résidus. Donc on a extrait ce qu'on voulait du raisin au départ. On utilise les sous-produits et nous, on utilise un sous-produit des sous-produits de ce raisin. On utilise également des fibres qui proviennent du chanvre dont on a parlé. Donc c'est une matière assez complexe. Donc c'est circulaire finalement. Ce qui vient de la vigne repart à la vigne. Repart à la vigne et est réellement dégradé. Donc pour s'assurer que cette dégradation était bien effective, ce sont des collègues de l'INRA, donc de l'Institut de recherche agronomique, qui étudie effectivement la biodégradation dans le sol et voir au bout de combien de temps ces agrafes effectivement disparaissent dans les conditions climatiques de la Champagne et d'autres régions viticoles. Alors celles-ci, elles sont opérationnelles, c'est ce que l'on trouve maintenant dans les vignobles de Champagne? Alors, je n'ai pas les dernières, parce que celles qui sont optimisées, alors c'était un programme très court qui a duré 3 ans effectivement, donc en 3 ans il a fallu partir du fondamental et d'aller vers une application avec des essais en terrain. Donc ça veut dire qu'il a fallu vraiment aller très très vite pour essayer. On les trouve aujourd'hui dans les vignobles? La production démarre dès maintenant, donc elles vont être disponibles pour la prochaine campagne de pose d'agrafes. Et qui produit ça? C'est le CNRS? Alors non, bien sûr. La phase industrielle, elle est développée par qui? Non, le CNRS, nous ne sommes que l'un des 5 membres du consortium, donc au CNRS, donc dans l'Institut de chimie moléculaire de Reims, basé à l'Université de Reims. Donc nous apportons une connaissance fondamentale, mais ça n'est qu'une partie du puzzle, puisque une deuxième partie importante est réalisée par nos collègues de l'INRA de Reims, de l'UMR Phare, pour toute la partie compoundage mélange. Et ensuite, il y a l'expertise de FRD qui nous apporte les connaissances sur les fibres, et nos 2 partenaires CB et Plastique d'Argonne qui font donc la fabrication et la commercialisation de ces objets. Et depuis le début de ce programme, il y a véritablement eu de très bons échanges, je dirais du fondamental à l'application. Et ça n'est pas le schéma classique où
on a une idée de développement qui ensuite est transférée. C'est véritablement, les idées partent dans tous les sens et dès le départ, on a eu des échanges avec l'ensemble de nos partenaires qui nous ont ouvert les portes de l'usine pour faire les premiers essais, casser les machines. Ils ont vraiment été extrêmement ouverts. Et au final, ces agrafes, est-ce qu'elles vont donner lieu à d'autres créations de produits? Parce qu'une fois qu'on sait faire des agrafes, je suppose qu'on peut développer plein d'autres choses. Voilà, alors ces agrafes sont effectivement un produit, un objet phare qui va permettre de penser à d'autres réalisations, puisque bien sûr les plastiques envahissent nos vies, nos campagnes. Et il existe un grand nombre d'objets qui sont utilisés soit en horticulture, en jardinage, et qui ont une fonction temporaire et pour lesquels on a besoin d'avoir une propriété qui dure dans le temps, uniquement pendant un certain temps, et qui ensuite disparaissent et repartent vers le sol. Donc ça peut être de nouveaux produits, et pas uniquement des agrafes. Produits, dont certains sont déjà identifiés, mais pas tous. Je pense que ça serait intéressant de développer d'autres idées. Toutes les idées sont les bienvenues. Voilà. Et il y a une chose aussi intéressante, c'est de voir que le CNRS, organisme public de recherche, avec un autre organisme public, l'INRA, peut travailler avec des entreprises privées. Bien sûr. Pour développer un produit dans un objectif, objectif du bien commun. Voilà. Alors, il n'y a pas cette frontière public-privé, parce qu'on dit beaucoup, oh non, mais les chercheurs ne peuvent pas travailler avec les industriels, ils n'ont pas la même logique. Non, alors pas du tout. Le schéma classique, recherche fondamentale, recherche appliquée, public-privé, qui est très commun en France, où on pense qu'on peut séparer et mettre tout dans les boîtes. Ça ne marche pas comme ça. En fait, à la fois pour les entreprises, même deux TPE comme celles avec lesquelles on a travaillé, peuvent tout à fait travailler avec des centres de recherche publics en recherche plus fondamentale. Et en retour, il y a énormément de problèmes fondamentaux qui se cachent derrière des petits problèmes appliqués, enfin soi-disant petits, mais on peut tout à fait trouver matière à développer des idées fondamentales derrière des projets très appliqués. Pour que nos amis téléspectateurs comprennent bien, c'est combien de temps de recherche pour arriver à ces agrafes, bio? Alors, le programme a duré 3 ans, mais les idées mûrissaient depuis une quinzaine d'années, puisque les premiers échanges que nous avons eus avec CB datent à peu près de 15-16 ans, et ensuite il y a eu ce rapprochement, ce mûrissement d'idées, donc c'est très très long. Et on passe bien sûr beaucoup de temps à rechercher les financements, monter les programmes. C'est une période de maturation indispensable à la recherche et au développement de tous les programmes. Alors on voit les produits finis comme ces agrafes. On va parler d'un autre produit avec vous, Alexandre Hénin. Alors vous, au départ, l'industrie, c'était pas votre univers. Vous êtes vigneron. Votre vin part ensuite pour être vinifié, il se transforme en champagne, je suppose. Tout à fait, oui, tout à fait. Vous m'auriez dit qu'il se transformait en Bordeaux, je ne vous aurais pas cru. Mais vous avez eu une idée et vous avez créé une société. Expliquez-moi un peu cette idée, expliquez-moi votre cheminement. Eh bien, en fait, je suis donc le dirigeant de la société Ecocep qui est née tout simplement d'une volonté d'aller un petit peu plus loin dans la démarche environnementale. Et puis, l'idée est née le jour où je me suis fait licencié économique d'une société. Donc, vous voyez comme on peut rebondir. Et puis j'ai créé Ecocep, au départ sur une niche d'activité qui était tout simplement la valorisation des charpentes de vigne, les charpentes étant le bois que l'on coupe tous les ans au moment de la taille de la vigne. Et puis on est arrivé à des quantités qui sont quand même relativement conséquentes. Et puis d'année en année, le besoin s'est fait sentir, les vignerons ont été fortement impliqués dans la démarche que j'étais en train d'entreprendre. Et puis on est arrivé sur des volumes où il a fallu trouver de nouvelles sources de valorisation. Essentiellement, la valorisation du départ était la chaufferie biomasse. On sait que c'est un bois qui a des fortes calories, qui dégage de fortes densités calorifiques, donc fortement intéressante pour les chaufferies biomasse, pas pour toutes, mais pour certaines. Et puis un jour, en me rendant à un salon à Châlons, qui est le Signal, qui est le salon un petit peu des éco-matériaux et des choses un petit peu liées sur le bio, on va dire. L'idée est née de lancer un produit
qui soit basé aussi en valorisation un petit peu plus positive que ce qui était de la biomasse. Et donc l'idée est née avec la société FRD, que mon collègue connaît bien aussi, de lancer un nouveau produit qui est la première comporte champenoise faite à base de cèpe de vigne. La première ? Comporte champenoise. Alors expliquez-moi, parce que vous savez que nos téléspectateurs ne sont pas tous champenois et ne sont pas tous spécialistes de la viticulture. En fait, c'est la caisse à vendange qu'on utilise pour transporter les raisins à partir du moment où on coupe le raisin au moment des vendanges pour le transporter jusqu'au centre de pressurage. Voilà. Alors là, vous avez fait cette caisse avec quoi ? Avec les résidus, est-ce que vous... Actuellement, cette caisse est faite à 100% plastique et l'idée c'était d'incorporer de la matière, de la fibre végétale, notamment du cèpe de vigne, à une certaine hauteur. Donc il a fallu déterminer jusqu'à quel pourcentage on pouvait intégrer ce type de matière. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. On a aussi un programme qui a été lancé sur 4 ans. Donc là, on est dans la 4e année. Un produit qui va voir le jour très certainement, très prochainement. Et puis, grâce à cela, c'est vrai qu'on est dans un développement un peu environnemental très, très soutenu en Champagne. On sait maintenant que la Champagne fait partie de l'UNESCO. Donc on est vraiment intégré. Je pense que tous les vignerons sont sensibilisés à ce type de démarche. C'était quoi les limites de l'exercice dans l'association plastique et produits biosourcés ? En fait, il ne fallait pas dépasser un certain pourcentage d'association de fibres avec le plastique, puisqu'après on est arrivé à un produit qui était beaucoup plus cassant. Au contraire de mon collègue qui lui cherche effectivement un effet cassant puisqu'il est renouvelé tous les ans, moi je cherche effectivement plus un effet résistance au choc qui peut apporter une perpétuité tous les ans. Donc l'idée c'était pas il fallait vraiment bien déterminer le pourcentage de fibres à incorporer et puis après une batterie de tests que ce soit inertie, organoleptique, migration globale, migration spécifique. Enfin, je ne vais pas vous faire la liste parce qu'il y en a pas mal. Et vous l'avez testé en vrai dans les vignes ? Elles seront testées justement pendant les vendanges cette année-là. Donc on est à 15 jours des vendanges. Donc elles vont être distribuées chez des vignerons qui en ont fait la demande. Il y en a beaucoup ? Il y en a beaucoup, effectivement. Combien ? On ne pourra pas répondre à tout le monde, mais on essaie de répondre au maximum. Alors, ça a supposé aussi de développer un outil industriel pour que ça fonctionne. Alors, il a fallu très certainement et sûrement trouver les bons partenaires. Donc, effectivement, l'idée de travailler avec la société FRD depuis 4 ans est un partenaire très, très compétent dans son domaine d'activité, puisqu'on sait que ce sont des gens qui sont très reconnus dans le monde du végétal. Donc, l'idée de travailler avec FRD a été une vraie compétence et un vrai enrichissement, que ce soit personnel, mais aussi de développement sur ce projet. Et puis après, on a d'autres acteurs qui, effectivement, eux sont, on ne va pas dire en bout de chaîne, mais qui sont acteurs aussi incontournables. Parce que pour faire ces caisses à vendange, il faut aussi disposer d'un moule. Bien entendu, ce n'est pas tout le monde qui a ce moule. Et donc voilà, après, on a des gens compétents, des industriels compétents qui sont aussi très intéressés par ce type de produits, qui sont, en termes de reconnaissance environnementale, très poussés. Alors, il y a une question sur le compte Twitter de Campagne TV, #TDI. Comment on peut faire du plastique avec du bois ? Christophe Bliard. Oui, alors, eh bien, c'est Vous à la avez fois 30 très simple. secondes, expliquez-moi ça comme un enfant de 5 ans pour qu'on comprenne. C'est très simple et très compliqué. Le plastique est ce qu'on appelle un polymère, donc une molécule, ce sont des molécules très très longues, et le bois est également un polymère. C'est-à-dire ce sont également des molécules qui sont très très longues. Malheureusement, le bois a été conçu par la nature pour être à la fois solide, rigide et absolument pas mélangé et fondu, et les plastiques que l'on utilise, qui sont à base pétrolière, eux, ont été conçus pour avoir ces propriétés qui puissent être fondus, injectés. Voilà, alors il faut modifier les propriétés du bois, enfin de la matrice végétale, pour les adapter aux applications plastiques qui nous intéressent. Alors, modifier la matrice, alors là, expliquez-moi, parce que là, je suis un petit peu perdu. Alors, il faut prendre les propriétés de la matière végétale et les modifier, les adapter, c'est-à-dire... Alors, il existe pour ça un certain nombre... On fait comment ? On coupe en technologie, poudre, voilà, on peut avoir toutes sortes de processus qui permettent à la fois de mélanger, de couper, d'injecter, de fondre, et même les problèmes de mélangeage dont il est question à la fois avec les cèpes de vigne
et les matières plastiques ne sont pas simples puisqu'il faut il faut adapter la structure moléculaire, il faut adapter l'interface, l'interaction entre ces fameux composants et c'est là où les questions intéressantes d'interface et de mélangeage sont absolument clés. Alexandre, un dernier mot en quelques secondes. Le risque maintenant, quand on a une bonne idée, c'est d'être copié. Effectivement, c'est une idée oui, c'est un risque. C'est un risque à prendre. C'est protégé, votre process, tout ça? Oui, tout à fait. Oui. Eh bien écoutez messieurs, merci de nous avoir montré que, comme je le disais tout à l'heure, dans l'agriculture, rien ne se perd, tout se transforme. Alors tout à l'heure justement à propos de transformation, je vous avais annoncé que nous allions parler de la puissance de la smart agriculture ici à Châlons-en-Champagne. C'est un débat que nous aurons beaucoup plus tard sur Campagne TV. Mais pour le moment, eh bien, je vous propose de retrouver l'un des invités de ce salon, l'une des personnalités de ce salon, c'est Jacques Rouchaussé. Je vous le présente dans quelques secondes. Bonjour Jacques Rouchaussé. Bonjour Philippe Lefebvre. Alors je dis que vous êtes une des figures du salon. Alors pour vous présenter, vous êtes maraîcher. Oui. Vous êtes un spécialiste du navet. Oui, vous exact. Vous êtes le spécialiste de la tarte au navet, m'a-t-on dit? Oui, la tarte au navet, c'est un... Mais vous êtes, non, plus sérieusement, vous êtes quand même Voilà. le président de Légumes de France et du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes, le CTIFL. Le CTIFL, voilà. Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes. Je n'y arriverai jamais. Mais vous êtes surtout le régional de l'étape, alors. Oui. Vous êtes là depuis le début de la semaine. La foire de Châlons n'est pas terminée, elle se termine lundi soir. Lundi soir. Quel bilan on peut en tirer d'ores et déjà? Eh bien, un bilan, je pense que la notoriété de la foire à Châlons n'est plus à faire. 70e foire de Châlons, il n'y a pas de souci. L'organisation au niveau de la foire de Châlons, c'est extraordinaire. Je voudrais faire un petit clin d'œil quand même au commissaire général de la foire, Bruno Forget, qui est un homme exceptionnel. S'il a rendu cette foire de Châlons aussi attractive, c'est grâce à lui et grâce à ses équipes. Donc mon cher Bruno, encore un grand merci parce que c'est vraiment un moment de convivialité, un moment où on est bien à la foire de Châlons. Et je pense que c'est ça qui fait sa réputation. Alors mon cher Philippe, c'est vrai que cette foire de Châlons a été quand même exceptionnelle. Bon, on sait très bien par rapport à la situation tendue. Alors situation tendue par rapport aux événements naturellement qui se sont passés. Situation tendue également par rapport, je dirais, à l'agriculture en règle générale. Et on a vu, comme chaque année, mais encore cette année encore plus, un défilé des hommes politiques, des futurs présidents, je pense, de la République à venir. On les a vus venir. Ils nous ont écoutés. Ils nous ont peut-être entendus, mais je l'espère parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'un réel changement. Alors, je le disais tout à l'heure, les agriculteurs aiment bien les mots d'amour, mais ils aiment surtout les preuves d'amour. Est-ce que les candidats à la candidature ou les candidats en campagne à la campagne vous ont convaincu? Est-ce que on est encore dans le discours, dans la posture, ou est-ce qu'ils vous ont donné le sentiment d'avoir déjà des idées bien précises de ce qu'ils veulent faire, notamment pour l'agriculture et le monde rural? Alors c'est vrai qu'on a eu quelques ébauches par rapport à certains candidats. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont quand même compris une chose, et on leur a répété tout au long de cette semaine, c'est qu'il nous faut une autre agriculture. L'agriculture d'aujourd'hui a vécu, il faut l'agriculture du futur. Mais avec l'agriculture du futur, il faut aussi des gens du futur, des gens qui comprennent, des gens qui ne soient pas, qui ne restent pas les deux pieds dans le même sabot. Parce que les paroles, comme vous l'avez dit, mon cher Philippe, ça va. Il nous faut des actes aujourd'hui. Et je pense que des propositions, on en a fait. Ils ont été attentifs à nos propositions. Ils nous ont même dit, mais c'est vrai, envoyez-nous par mail ou envoyez-nous par courrier tout ce que vous nous avez dit parce que ça nous intéresse. Mais moi, c'est pas ça nous intéresse. Il nous faut du concret derrière. Et je pense que là, aujourd'hui, on va juger sur pièce et sur pied les gens qui vont nous répondre favorablement par rapport à nos demandes. Et dans les demandes, vous savez, quand on demande une réelle réforme de la PAC, quand on demande également une réorientation par rapport aux dotations pour aléas, par rapport aux assurances qu'il faudrait avoir sur nos exploitations, et par rapport au futur sur la technologie, sur la compétitivité, sur l'innovation, sur le développement, ce sont des mots peut-être nouveaux qu'ils ont entendus de nos bouches, et j'ai senti quelques-uns qui étaient réceptifs quand même. Bon, il y en a d'autres, vous savez, ils sont stéréotypés, donc ça, c'est pas un problème. Mais il y en a certains qui sont réceptifs et qui ont envie aussi que ça bouge. Parce qu'on a une agriculture formidable. On a des gens formidables. Mais aujourd'hui, notre système, il est arrivé à un certain bout
certains bouts du chemin, il faut vraiment remettre ça en place. Alors justement, sur la nouvelle agriculture, les nouveaux partenariats, on va en parler dans un instant, notamment parce que j'ai vu 2-3 petites choses du côté de la pyramide des légumes que vous avez installée dans la foire. Tour Eiffel. La Tour Eiffel, pardon. Voilà. Il y a eu quand même un ovni ou un OPNI, objet politique non identifié dans cette foire de Châlons. C'était l'ancien ministre des Finances, Emmanuel Macron. Oui. Vous l'avez suivi. Il vous a donné il vous a fait quelle impression D'abord, est-ce que vous avez le sentiment qu'il va aller à la bataille politique ou pas? Il va aller à la candidature ou pas? Écoutez, il m'a pas fait de révélation, mais je pense qu'aujourd'hui, s'il est venu à la foire de Châlons, c'est pas pour rien non plus. La foire de Châlons, deuxième foire agricole de France, la foire de la rentrée, la foire où tout le monde se presse pour venir. C'est vrai que quand on a vu un Emmanuel Macron, je dirais un peu libéré de ses obligations politiques, et un Emmanuel Macron qui est également un visionnaire. Quand on lui parle d'avenir, il sait ce que c'est que l'avenir Emmanuel Macron. Donc effectivement, il était très réceptif. Les autres aussi, je ne vais pas non plus dire que j'en ai préféré un plus que l'autre, parce que vous savez que moi je reçois tous les hommes politiques. Mais c'est vrai qu'Emmanuel Macron était très attentif par rapport à nos propos, D'ailleurs, il a passé énormément de temps sur la foire de Châlons, il a été partout. Il a entendu tous les agriculteurs. Il a reçu aussi même des critiques. Oui, il est resté 7 heures, je crois. Il est en train de marcher sur les pas d'anciens ministres célèbres ou présidents célèbres qui passaient des heures et des heures, je pense à Jacques Chirac notamment, Voilà. avec les agriculteurs au Salon de l'Agriculture à Paris. On a eu Nicolas Sarkozy, on a eu Jacques Chirac, on a eu François Hollande qui sont devenus présidents de la République. Bon, alors après, peut-être que dans un des candidats qu'on a vu là, ce sera peut-être le prochain président de la République. Ma foi, on verra bien après. Mais l'important, c'est quand même qu'ils puissent nous écouter les uns les autres et voir un petit peu. Moi, j'étais quand même assez surpris parce que vous savez quand même, quand vous voyez tout le plateau politique, Alain Juppé, François Fillon était là également. Donc c'est quand même des gens qui sont attentifs et qui savent que si l'agriculture demain n'est plus là, eh bien il y aura une partie de l'économie française qui ne sera plus là. Il y aura une partie du monde social qui ne sera plus là. La ruralité également n'existera plus. Et là, c'est une chose importante. Il y a des messages qui ont été passés quand même qui étaient très positifs. Alors par contre, il y a un grand absent ici à Châlons, c'est le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll. Oui. Alors ça me navre beaucoup. Je l'ai eu plusieurs fois au téléphone. Je lui ai dit, écoutez, monsieur le ministre, c'est quand même une foire agricole. Venez. Je sais que vous avez un emploi du temps chargé, mais vous n'êtes venu que la première fois avec le président de la République. Et on ne l'a pas vu encore cette année. J'ai peut-être encore espoir parce que la foire, c'est encore demain et lundi. Peut-être qu'il viendra la clôturer. Je vais lui lancer encore un dernier message parce qu'on a besoin de notre ministre de l'Agriculture. On a besoin également de faire passer des messages à notre ministre de l'Agriculture. Quel qu'il soit, on en a besoin. On a besoin d'échanger. Vous savez, Philippe, je sais bien qu'il a été sifflé, hué dans certaines circonstances. Il faut comprendre le désarroi des producteurs, il faut comprendre le désarroi des agriculteurs. Vous voyez dans quelle misère certains se trouvent aujourd'hui. Et on a besoin d'avoir quelqu'un en face pour qui on doit s'exprimer, on doit échanger avec lui, on doit discuter. Le dialogue, ça se fait à deux, ça se fait même à plusieurs. Mais s'il n'y a personne en face, effectivement, les agriculteurs se ressentent un peu comme abandonnés. Et le message qu'on a passé aujourd'hui aux futurs candidats à l'élection présidentielle, ne nous abandonnez pas. Car derrière tout ça, vous avez une richesse. Cette richesse de la terre, de nourrir des hommes et des femmes, de nourrir un peuple. Demain, nous serons 9 milliards d'habitants. L'agriculture est l'avenir au niveau de notre planète. L'avenir pour nourrir notre planète. Et on a besoin de l'agriculture dans, je dirais, toutes ses qualités. Vous savez, aujourd'hui, je ferai une petite parenthèse, parce qu'on entend toujours dire agriculture biologique, agriculture raisonnée. C'est l'agriculture en général qui va sortir de ce chapeau pour aller au-devant des peuples, nourrir les peuples, faire plaisir, créer de cette convivialité, parce qu'on en a bien besoin. Et en plus, c'est flagrant et c'est frappant quand on arrive ici à Châlons, on a l'impression que les agriculteurs, alors je pense notamment aux producteurs de lait, aux éleveurs, tous ces agriculteurs ont laissé leurs problèmes à la porte de la foire, Oui. à part une banderole qui n'est pas très loin d'ici, qui
qui date du conflit entre les producteurs de lait et Lactalis. Oui. Autrement, il n'y a pas de signe visible de cette colère et de cette désespérance. Non, c'est pour ça que j'avais dit au ministre de l'Agriculture, venez, on va vous accueillir comme on accueille l'ensemble des personnalités, c'est ça. Les agriculteurs, quand ils viennent à la foire de Châlons, c'est pour oublier leurs soucis. Et Dieu sait qu'ils en ont des soucis. Mais quand ils sont ici, ils se réunissent entre eux, ils font la fête, ils communiquent. Parce que la communication de l'agriculteur, moi je suis toujours, vous savez, je suis aussi un grand communicant, mais quand je les vois tous s'exprimer avec leur tripes, Philippe, de leur métier, de l'amour de leur métier, quand vous voyez des gens qui gagnent 300 € par mois, mais qui y croient encore en leur métier, mais ils vont y croire demain si on réforme le métier pour qu'ils puissent gagner leur vie, pour qu'ils aient un salaire décent, pour que enfin la rémunération soit à la hauteur de ce que l'on veut. Un grand message également que l'on passe tout au long de cette foire de Châlons, arrêtons la spirale infernale des prix vers le bas. Alors là, il y a quand même une chose qui me surprend. Vous dites ça, mais votre tour Eiffel de légumes, elle est positionnée sur un socle et en bas du socle, il y a le logo d'une des grandes enseignes de la grande distribution, en l'occurrence Carrefour. Alors, j'arrive pas à comprendre là, parce qu'a priori, c'est plutôt les enseignes de la grande distribution qui tirent les prix vers le bas. Mais, vous savez, je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi une évolution au niveau de la grande distribution. Nous avons rencontré Noël Priou, qui est le numéro 1 de Carrefour France, sur la foire. On a rencontré également les gens de chez Leclerc. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans le dialogue, on est dans le partenariat, on est dans une contractualisation que l'on doit faire avec nos acheteurs. Il y a quasiment 80% de nos produits qui passent par la grande distribution. Donc, il faut vraiment entamer un partenariat, entamer une discussion. Et maintenant, ça va peut-être vous paraître bizarre quand je dis nos amis de la distribution, parce que... Ah oui, ça c'est une nouvelle expression dans votre bouche. C'est une nouvelle expression dans ma bouche, mais je pense qu'aujourd'hui, si on sait parler avec eux, si on sait contractualiser, on peut s'en sortir. Et eux également, quand je leur parle de spirale infernale, de prix vers le bas, ils nous disent oui, il faut qu'on stoppe. Parce que la course qui est le moins cher, etc., ça nuit également à la distribution, mais ça nuit naturellement aux producteurs, mais ça nuit aussi à la distribution. Et là, il y a un échange qui est en train de s'effectuer avec eux. Il y a un changement de mentalité. Aujourd'hui, on parle de l'origine France. Vous savez que depuis 2014, depuis l'embargo russe, on a beaucoup accentué sur l'origine France. L'origine France, c'est quelque chose d'important aux yeux du consommateur. La distribution l'a compris, le met de plus en plus en avant. On a besoin de ça. On a besoin aussi de former les gens qui sont dans la distribution pour avoir un respect beaucoup plus important de nos produits, pour expliquer aussi aux consommateurs. Mais est-ce qu'on peut discuter avec tout le monde? Dans la grande distribution, est-ce qu'on peut discuter avec, vous citiez les enseignes, Leclerc, Auchan, Carrefour, et puis aussi des gens qui ont des réputations de plutôt casser les prix? Je pense à des Aldi, Lidl par exemple, Lidl qui fait beaucoup de publicité en ce moment. Alors Lidl fait beaucoup de publicité, je l'ai souvent également au téléphone, Michel Lebiro, mais Lidl a une politique d'essayer de récupérer des parts de marché, mais Lidl n'est pas le mauvais élève de la classe. Vous me permettez d'en citer un? Allez-y. Leader Price. Le voilà. On l'a épinglé cet été par rapport à l'origine qu'il ne respectait pas, par rapport à la qualité qu'il ne respectait pas. Et ce qu'on veut mettre en avant, cette qualité que vous avez au niveau de la production, eh bien cette qualité, on doit la retrouver au niveau de la distribution, au niveau du consommateur. Ça, c'est également un grand combat qu'on va mener dans les années à venir. Parce qu'on n'a pas le droit d'avoir de la qualité chez nous et de ne pas transférer cette qualité au niveau du consommateur. Alors avec la distribution, eh bien, il y a des améliorations à faire. Ils doivent également nous écouter sur certains points et c'est ce qu'ils font aujourd'hui. L'amélioration au niveau de leur stand, si vous voulez. Au niveau de l'amélioration dans ce qu'ils nous mettent en avant pour les produits fruits et légumes. Je veux parler fruits et légumes. Parce qu'aujourd'hui, ce que je leur demande aussi, c'est que le fruits et légumes étant un produit frais, périssable, arrêtons d'avoir des gens qui viennent, excusez-moi l'expression, tripoter, toucher tous ces légumes, tout ça, on n'en veut pas, on leur met là. Mettons des gens derrière. Réinventons le système qu'on avait auparavant de distribution avec des gens qui viennent vous servir, qui viennent vous conseiller. Le conseil, c'est ça aussi. Et je pense qu'ils l'ont compris parce qu'on va aller aussi beaucoup plus loin dans le conseil. Et le conseil, c'est quoi? C'est la formation des gens qui sont derrière les rayons pour qu'ils connaissent mieux nos produits, qui connaissent également mieux les attentes du consommateur. C'est comme ça demain qu'on va essayer de redynamiser le marché,
de pouvoir redonner confiance aux consommateurs et de pouvoir faire de plus en plus apprécier nos produits. C'est ça un partenariat. Et un partenariat, ça doit être un partenariat gagnant-gagnant. Et si c'est gagnant-gagnant, eh bien l'agriculteur y retrouvera ses petits, la distribution aussi. Et je pense qu'on aura peut-être inventé un mode un peu plus paisible dans cet univers un peu, je dirais, embarrassé vis-à-vis des crises que l'on subit. Alors Jacques Rochaussé, en conclusion, puisque ce JT va bientôt se terminer, nos téléspectateurs qui ne sont pas à Châlons, mais qui peuvent venir ce week-end à Châlons, qu'est-ce qu'ils doivent absolument voir? Je vois que vous allez me dire la Tour Eiffel de Légumes de France. Non, je ne vais pas être chauvin. Il n'y a pas que la Tour Eiffel. La On foire m'a de dit qu'il y avait Châlons, des choses à goûter à Châlons, en dehors du champagne, c'est le pâté croûte. le pâté croûte, alors le pâté croûte piquet, mais vous avez d'autres choses également. Vous avez toutes nos spécificités régionales. Alors c'est vrai que quand on parle de Châlons en Champagne, on dit tout de suite le champagne. Le champagne, naturellement, c'est l'excellence de nos produits. Mais vous avez une terre d'excellence au niveau de notre grande région Grand Est, la terre d'excellence qui peut produire beaucoup de choses au niveau de l'agriculture, mais également après vous avez le machinisme qui est là, vous avez également l'ameublement, vous avez tout ce qu'il faut à Châlons. Vous avez tous les soirs un concert, il ne faut pas l'oublier. Vous avez un artiste chaque soir qui vient chanter. Alors vous voyez, pour 5 à 7 euros du prix d'entrée, vous avez tout ce qu'il faut à Châlons, la restauration, la convivialité, vous vous faites plaisir, vous retrouvez des gens agréables. Et la bonne adresse pour aller déjeuner ou pour goûter des spécialités locales? Ah ben écoutez, vous avez Votre adresse secrète? mon adresse secrète. Ah ben je vais faire des jaloux, hein. Allez-y, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai 2 adresses secrètes. J'ai David Viande et j'ai également Hector, où vous avez les petits cochons là-haut. C'est formidable, faites-vous plaisir. Eh bien, merci beaucoup Jacques Rochaussé de nous avoir accompagnés tout au long de ce Terre d'Info, le JT ici en direct de la foire de Châlons en Champagne. Alors je vous le rappelle, hein, il vous reste jusqu'à lundi soir pour découvrir cette foire, cette 70e foire ici. Découvrir à la fois des spécialités locales, découvrir aussi le machinisme agricole et pourquoi pas l'aménagement de l'intérieur ou même les voitures. Vous voyez, il y a vraiment de tout pour tous, pour les petits et les grands de 7 à 77 ans. C'est donc la fin de ce JT. Je vous retrouve demain à 11h sur Campagne TV. Très bonne journée.